Bonjour à tous. A priori, nous sommes donc en direct, quasiment à l'heure. Avec un quart d'heure d'avance. Un quart d'heure à l'avance? Ah oui, c'est à écart. Pardon. Ah bah oui, c'est vrai que j'étais parti sur buzzer, moi. Ouais, je sais pas si on peut, juste pour le replay, on pourra peut-être couper un peu le début, quoi, mais je sais pas si c'est faisable ou pas. Bah, sinon, on revient dans un quart d'heure. Ah oui, j'avais zappé, mais tu m'as dit il y avait rien avant, mais en fait, oui, c'est peut-être pas la peine qu'on démarre un quart d'heure à l'avance, je sais pas. À voir. Comme tu veux. Là, du coup, tout le monde va recevoir une petite notif. On peut peut-être. Moi, là, j'invite un peu des gens à venir, tu vois. Ok. Alors, du coup, on va avoir le temps de se présenter Ah bah là, on a le en temps. long, en large, raconter notre vie, des blagues, je sais pas. C'est bien. Pour une fois, on sera pas trop pressé par le temps. C'est plutôt pas mal. En effet. Bah, tu vois, j'ai pas encore fait ça, de démarrer un quart d'heure à l'avance. Bah ouais, on a fait en retard déjà un peu, mais on avance, non? On l'a fait aussi où il y avait... Oui, il n'y avait pas de Twitch, en fait. On partageait sur autre chose. Ce qui est dommage aussi. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est déjà tous bien fin prêts. Bah ouais, qui c'est qu'on a invité? Jonas? On peut l'inviter. Notre super collègue. C'est vrai. T'as remarqué, il prend jamais son vrai nom, en fait. Ouais, mais ouais, à chaque fois il me perturbe. Bon, en tout cas, moi, je vais juste faire les introductions et après, je vais vous laisser dérouler la discussion. Moi, je connais pas du tout tout ce qui est WeWeb, donc du coup, ça va me permettre d'en apprendre aujourd'hui. Donc, il y a quand même des gens qui arrivent un peu. Ah oui. Bon, il n'y a jamais non plus trop... C'est jamais trop full, hein. Mais... Pom, pom, pom. Bah, du coup, on aura presque le temps de montrer des trucs qu'on a fait, si c'est pas trop confidentiel. Cette occasion, du coup, pendant 10 minutes. Ah ouais, vas-y. Ouais, carrément. Ouais. Comme ça, après, les gens qui arrivent à écart, eux, ils verront vraiment l'outil Silex et WeWeb. Mais avant, nous, on peut se présenter tranquillou et montrer des exemples comparés peut-être déjà. Bah ouais, à toi l'honneur, Brisso, vas-y. Ok, Je t'en prie. je t'entendais taper, tu tapotes, non? Ouais, moi j'invite un peu les gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés ou même ceux qui sont pas trop intéressés. Voilà. Ok, bah ça marche. Alors, bah, bienvenue à tous pour cette émission sur Silex et WeWeb. Donc, on va pouvoir voir et comparer les deux outils grâce à notre invité du jour, Antoine. On va faire une petite présentation rapidement. Bah, je te laisse peut-être te présenter, Antoine, en premier. Ouais, carrément. Carrément. Bah, moi, c'est Antoine. Je suis avant tout CPO d'une startup qui s'appelle Podder, qu'on a créée avec 3 amis. En gros, c'est, pour faire très simple, on est le Google Analytics des podcasts. Et avant ça, j'ai été chef de produit digital pendant 4 ou 5 ans.
dans une boîte de consultants et j'en ai eu un petit peu marre en fait de passer 8 heures au téléphone à négocier la couleur d'un bouton. Je préférais en fait avoir les mains un peu plus sales et c'est là où quand j'ai créé justement la startup avec certains collègues, on est failli passer par une agence qui nous proposait de créer notre marketplace pour 40 ou 50 000 euros, je crois. Au final, on a dit non, on a découvert le no-code. J'avais commencé d'abord avec Softer. Ensuite, je suis passé vers Bubble pour très vite découvrir WeWeb, parce que moi, j'avais besoin en fait d'avoir le front-end et le back-end séparés. Et je suis tout de suite tombé amoureux de WeWeb. On a beaucoup travaillé avec WeWeb. Et maintenant que Poder roule, je m'amuse énormément avec plusieurs clients à aider à créer des MVP, donc de 0 à 1, en pensant tout d'abord à comment créer un produit, enfin un product market fit très rapidement pour avoir la validation du client, mais aussi pouvoir scaler plus tard. Donc souvent, je travaille avec WeWeb et Supabase. Après, je tiens à préciser, je suis pas développeur. Moi, je viens de mon background, c'est plus chef de produit, justement cette vision produit. Mais au bout de 2 ans à utiliser WeWeb et Supabase, je commence quand même à toucher un petit peu et je suis vraiment fan de ces outils. Donc ravi d'être là en tout cas. Super. Bah, bienvenue alors. Alexandre, je te laisse te présenter. Ah bah alors Alexandre, par contre, il n'y a plus de son là, non? Ah bah vous voulez m'entendre avec le son alors plutôt. Ouais. Ouais, moi je disais, je suis développeur et je suis un peu la petite main derrière Silex qui fait en sorte que tout se construit et tout roule. Et puis voilà, avec Brice, on anime Silex depuis maintenant trop longtemps pour pouvoir le dire, depuis vraiment longtemps. Et voilà, j'adore l'open source, mais je préfère le logiciel libre encore plus. Et chez Internet 2000, on essaie vraiment de tout pousser un peu dans ses retranchements, l'auto-hébergement, les projets qui sont durables, qui sont aussi intéressants philosophiquement, politiquement. Et voilà, ça m'éclate. Et en fait, on fait des sites éco-conçus. Donc voilà. Et on utilise Silex. Voilà. Brice, peut-être tu veux compléter. Oui, voilà, moi j'utilise le Silex depuis la création, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 15 ans où Alexandre a commencé à développer cet outil. Moi, j'ai un parcours d'abord graphiste, motion designer, après créateur de site, et maintenant je travaille à quasiment 100% dans l'intégration de sites web avec l'outil du coup Silex, que l'on greffe avec des bases WordPress ou Directus. Donc on travaille ensemble. On s'était quitté un peu de vue, parce que moi j'ai bossé dans des agences, mais là on bosse, on voit tous les jours depuis un petit bout de temps, voilà. Et on prend toujours aussi plaisir à travailler avec cet outil, et surtout en effet à travailler pour des clients qui ont qui ont des envies d'avoir des sites éco-conçus et une politique en effet de limitation des ressources. Voilà. On va faire une petite présentation de ce qu'on va présenter. Ah oui, remarque, c'est à écart, donc on va attendre peut-être un peu. Je ne sais pas si vous voulez peut-être. Ouais, voilà, montrer un peu ce qu'on fait avec Silex, ou même une petite démo de Silex, parce qu'Antoine, par exemple, il n'a jamais vraiment vu l'interface, quoi. Ça serait top de voir ça, ouais. Ça marche. Alex, tu veux montrer des choses ou? Ah oui, c'est moi qui montre. Ok, oui, c'est possible, c'est très possible. C'est possible. Il est où mon écran? Ah, il est là. Alors attends, parce que là j'ai fait. Oula, là je veux pas montrer tout non plus. Voilà, c'est parti. Alors. Attends, je vais essayer de te mettre. Voilà, ça marche. Hop, donc là vous avez le grand bonheur de voir Silex. Donc c'est le dashboard.
Et on va créer un petit site de test, ou bien on va prendre un petit site qui existe déjà, comme ce superbe test 001. Je ne sais plus trop ce que c'est, mais on va regarder. Ok. Voilà, donc c'est un exemple d'un site Silex, de tout ce qu'il ne faut pas faire. Une énorme image de fond. Voilà. On peut vraiment tout faire avec Silex. C'est un peu parfois utilisé pour faire des trucs à la... Je ne sais pas si vous avez connu... c'était quoi? C'était NeoCities? Non, GeoCities. Et maintenant NeoCities. Donc d'ailleurs, c'est toujours possible de faire vraiment du web à l'arrache avec Silex. Alors, c'est pas forcément le mieux, mais on peut. Donc là, j'ai lancé une publication. Ici, je peux, bon, évidemment, déposer des trucs. C'est vraiment du HTML, Silex. Le but, c'est d'avoir une interface graphique par-dessus le HTML et le CSS, mais c'est surtout pas de réinventer quoi que ce soit. Donc, en fait, ici, à droite, on a tous les styles CSS. Ici, en haut, on a un moyen de gérer des classes. Donc, ça, c'est en train d'être refait par moi-même et ça va être beaucoup plus puissant. On peut vraiment faire des sélecteurs CSS comme si on les faisait à la main. Là, il y a des trucs de Hoover, des states, quoi. On peut donc réutiliser les styles grâce aux classes. On peut accéder à tous les petits schmurts du CSS, comme le border, je sais pas quoi. Dans les extras, on a des trucs marrants, comme l'opacité, ou enfin voilà, on a un peu tout ce qu'offre le CSS, les backgrounds avec des gradients. Voilà, il y a un petit éditeur de gradients. Bon, c'est voilà. Donc ça ressemble à ça. Cette partie-là, elle ressemble un peu à Webflow, en étant plus proche quand même du CSS, parce que vraiment, c'est important que tout ce qu'on apprenne dans Silex soit utile après, si par exemple on se met au code, ou bien si on vient du code, qu'on ait des facilités à apprendre Silex. Mais la grosse différence avec Webflow, c'est qu'il n'y a pas la partie animation. Dans Webflow, c'est très important. Ici, là, il y a un éditeur d'animation assez ouf. Il n'y a pas les grids non plus. Et l'animation, on peut faire du coup tout en custom code. On peut aller par exemple dire, bah voilà, moi pour cette page-là, tu vois, dans les settings, je vais y foutre du code qui sera collé dans... Ici, j'ai un petit éditeur de code et puis je peux y mettre vraiment ce que je veux. Donc soit y mettre une balise style par exemple, ou voilà, c'est un éditeur de code et c'est juste le head editor. Mais il faut savoir que par rapport à Webflow, du coup, les sites sont beaucoup plus légers. Il n'y a rien qui est ajouté que ce qu'on ajoute. C'est-à-dire, si on n'y ajoute pas de CSS, pas de JavaScript, il y aura juste une pauvre page HTML toute vide avec du contenu. Voilà, donc ça c'est l'esprit Silex. Dans la publication, il y a un truc marrant aussi. On peut choisir de publier par exemple en zip. Donc voilà, là il a généré, voilà, là il génère un zip ou pas. Est-ce qu'il a généré mon zip ou pas? Erreur. Need to select this. Oui, bon, alors là, je sais pas trop ce qui se passe. Mais normalement, ça génère un zip d'habitude. Et ce zip, on peut aller foutre le drag-dropper dans des éditeurs comme NeoCities pour faire des trucs complètement destroy comme on faisait avant sur le web, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Mais en vrai, on peut surtout publier sur GitLab. Et ça, c'est très cool. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu, là, il y a des erreurs de publication, mais je vais vous montrer après quand on publie sur GitLab, ça ouvre, comme en fait, là, de manière transparente, derrière Silex, il y a GitLab. Si à un moment, on a envie d'aller jouer avec GitLab, là, ça ouvre des portes de fou, on peut vraiment tout customiser, la manière dont est construit le site, on peut aller regarder la manière dont il se construit, en fait, tout ce qu'on ne voit jamais dans les éditeurs comme Webflow, on peut aller les regarder là. Donc c'est marrant. Une petite question, c'est synchro entre les deux, entre GitLab et Silex, tout est synchro d'un côté et d'un autre, ou alors c'est vraiment... C'est dans un sens, c'est-à-dire que là, quand tu sauvegardes ou quand tu publies, ça va aller écrire dans GitLab. D'accord. Alors, si tu peux aussi faire l'inverse, en fait, mais voilà. Mais donc, attends, je vais reprendre mon truc là. Je sais pas trop ce que j'avais fait. Donc là, si je publie, je vais te montrer. Tu peux changer, mais en fait, c'est un JSON en fait qui contient tous les styles, tous les trucs de ton site. Tu vois, ça, tu peux le changer et le réouvrir dans Silex. Mais c'est pas du HTML.
Par contre, ce que ça génère, le HTML que ça génère, tu peux aussi le changer à la main, mais c'est pas très intéressant. En fait, dans ces cas-là, vu que ça génère en fait un site Eleventy, donc un website builder, un website générateur. Là, voilà. Donc là, il a publié. Si on veut aller regarder ce qu'il a publié, on peut aller là dans GitLab. Donc, il me ramène vers le projet là. Et là, on va voir non seulement les fichiers vraiment avec lesquels on travaille. Donc là, le website.json, ça contient tout un bordel avec. Bon, mais c'est pas fait pour être édité à la main, quoi. Là, il y a mes assets dans les assets. Et dans public, il a publié. Et là, par contre, on pourrait, tu vois, c'est juste du HTML. Tu vois, bah, il y a presque rien. C'est vraiment un test. J'avais foutu un script parce qu'on peut aussi mettre du custom code dans le body. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça génère un site. Donc, c'est construit par GitLab. Donc, ça génère ce truc-là qui permet à GitLab de le construire. On va voir la construction. On peut le voir. Il te met un lien là. Voilà. Il te dit voilà comment ça a été construit. Donc là, tu vois, il te dit chaque page, tu vas voir. Bon, là, c'est un tout petit site un peu de merde, donc on voit pas grand-chose. Mais quand tu as vraiment des centaines de pages, tu vois toutes les pages qui sont construites. Tu peux aller inspecter un petit peu, voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Il y a des moyens d'optimiser tes images. Et il y a moyen en fait, avec des plugins Eleventy, d'aller changer la manière dont le HTML est généré. Et tu peux aussi, ce que je vais vous montrer après tout à l'heure, tu peux aussi lier Silex avec un CMS ou une API. Donc en fait, tu n'as jamais vraiment besoin d'aller éditer à la main ton HTML. Non, bien sûr. Tu peux faire en fait, des bouts de HTML qui sont inclus dedans. Pardon. Donc là, messieurs, il est écart. On commence vraiment l'émission là. Allez, on commence. Donc on se présente. Il y a Molly et Claire qui sont arrivés. Ah bah non, tu vois, tout le monde a cru que c'était 14h en fait. Bon bah, je sais pas ce qui s'est passé. On devrait peut-être faire l'émission à 14h, ça serait quand même mieux, Alexandre. Bah ouais, mais des fois, il y a des gens, avant, je sais pas pourquoi ils nous ont attribué ce créneau de 14h15, mais... Bah oui, c'est pas carré. Tu vois, 14h15 là, tu vois, il y a écrit 14h15. Alors, je vais juste reprendre un tout petit peu les présentations, vraiment très rapides, pour ceux qui viennent d'arriver. Ah bah, il y a Virtual Code, le fameux. Bienvenue Virtual Code. Bienvenue Virtual Code, qui a toujours des questions très affûtées, très précises. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Silex et WeWeb. Et pour cela, nous avons invité un expert qui est Antoine, donc qui utilise WeWeb de façon intensive, visiblement, et qui en est très content. Voilà. Après, dans le replay, vous verrez peut-être les présentations plus en détail, à moins que vous vouliez que chacun se représente. Mais... Non, bah, c'est bon. Enfin, comme vous voulez. Ouais. Antoine, si tu veux. Bah, je sais pas. Si vous voulez, très vite. Je me considère pas expert WeWeb. C'est juste que j'aime pas trop ce mot expert. C'est très compliqué de dire qu'on est expert à quelque chose. Mais en tout cas, ça fait 2 ans que j'utilise cette plateforme. J'aime énormément le potentiel qu'il y a derrière. J'aime beaucoup l'équipe qu'il y a derrière aussi, qui est excellente. Et voilà, donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec Alex aussi par rapport à son projet Silex, qui est aussi exceptionnel. Et puis voir un peu les possibilités entre les deux. Très bien. C'est des Français en plus, l'équipe WeWeb. C'est une start-up, hein, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Ils ont bien grossi ces dernières années, mais ils prennent une bonne direction, je trouve. Ah oui, oui, d'accord. Ok, je crois qu'ils étaient tout jeunes, mais en fait non. Ouais, okay, ça fait des années déjà, ouais. Oui, tu m'avais dit que toi, ça fait des années que tu fais du WeWeb en fait. Ça va faire bientôt 2 ans. Ah oui. Et du coup, tu le mixes avec d'autres outils. Voilà. Alors en fait, WeWeb, c'est la partie front-end. Donc, comme je l'avais expliqué un petit peu dans ma présentation, c'est que mon passé, c'est chef de produit. Donc, j'aimais beaucoup. J'aimais bien construire des produits, mais j'avais zéro technique, etc. Et en fait, on a créé une startup avec plusieurs amis et on a failli dépenser beaucoup d'argent avec une agence qui allait nous coder en fait une solution qui n'était pas la bonne. Pourquoi elle n'était pas la bonne? Parce qu'on a commencé à le faire en no-code. J'ai commencé avec Software et on a vu que les clients qui utilisaient justement notre solution avaient besoin de quelque chose complètement différent et ça nous a permis de pivoter, d'être là où on en est aujourd'hui.
Et du coup, j'ai commencé par Softer. Ensuite, je suis passé par Bubble parce que tout le monde connaît Bubble. Et ce que je n'aimais pas beaucoup avec Bubble, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Déjà, c'est le nombre de plugins que je devais utiliser. Alors, ça remonte, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Bubble. Ça a peut-être changé. Je ne veux pas dire du mal non plus de cet outil. Mais il y avait beaucoup de plugins à utiliser et la base de données était intégrée avec Bubble aussi. Donc moi, je cherchais une solution où j'avais le front-end d'un côté et le back-end de l'autre. Et pour le front-end d'un côté, en fait, j'avais entendu parler de WeWeb, où j'ai essayé et je suis tout de suite tombé amoureux, en fait, parce que c'était vraiment un outil où je pouvais vraiment presque tout faire. J'avais très, très peu de problèmes comparé aux outils que j'avais avant. Et pour ce qui est du back-end, j'ai utilisé Xano en tout premier lieu, que j'adore. Et ensuite, je suis passé sur Supabase, que j'adore aussi. J'ai pas de préférence entre les deux, c'est juste en termes d'argent, on va dire, parce que je sais que Xano, en tout cas pour commencer à utiliser Xano comme il faut payer plus cher que pour commencer à utiliser Supabase. On peut avoir une version gratuite un peu plus facile. Ok. Ben, alors ça, c'est là que ça se rejoint pas mal en fait, Silex et WeWeb, c'est l'esprit, on fait juste un truc, on le fait bien et après on se branche à d'autres outils pour faire le reste, quoi. Je pense, on le fait bien, on essaye. Et par exemple, Supabase, là on va regarder un peu comment ça peut s'intégrer avec Silex. Mais en gros, dans les deux outils, je pense que c'est tu branches par l'API, un peu n'importe quelle API, et puis après, dans l'éditeur, tu peux dire, là j'ai une liste qui vient de tel, je sais pas, filtre, où on peut filtrer, on peut aller chercher des trucs dans les tables. Et puis, on peut faire des pages dynamiques aussi. Donc, dans Webflow, ils avaient fait ça il y a déjà longtemps. C'est vraiment un super outil, Webflow, mais aussi, comme Bubble, ils ont pris le parti d'aller mettre la base de données et le CMS, quoi, finalement, dans l'outil lui-même. Ce qui est, moi, pareil que toi, j'aime pas, quoi. J'aime bien pouvoir choisir mes outils et changer. Exactement. Voilà, ouais. Si par exemple, il y a mieux, voilà, pourquoi pas. Et alors du coup, vous voulez que je vous montre un peu comment on intègre un Supabase, par exemple, avec Silex? Ça marche. Carrément. Donc là, on a juste vu les différences entre Silex et WeWeb. En tout cas, on va les voir. Je fais juste le petit sommaire qu'on avait vu. Tu fais bien. Et après, on fera une démo. Donc, Alex, tu vas nous faire une démo Silex de catalogue. Voilà, pour qu'on puisse justement en discuter un petit peu, Antoine, ce que tu en penses. Et la différence entre Silex et WeWeb, donc on a dit que oui, il y a des points communs, mais la grosse différence, c'est quand même que WeWeb, c'est pour faire des applications, surtout des web apps, alors que Silex, c'est pour faire vraiment du site statique. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que les données à la base ne sont pas dynamiques, mais le site à la fin, il est statique. C'est juste du HTML, CSS, ce qui nous permet d'avoir des performances de ouf et puis de l'héberger n'importe où gratuitement. Et puis ça fait partie du truc d'être le plus proche possible du HTML, le plus épuré un peu. Hein, Ah ouais, versus Silex, oui, ça fait mal. Hein. C'est Xavier qui dit ça. Oui, Silex risque de prendre un peu cher, mais on est joueur et on est. Voilà. Donc en tout cas, la grosse différence, c'est surtout sur l'usage qu'on en fait. Ouais, exactement, il faut garder ça en tête. WeWeb est très très bon pour les applications web et du coup, il a aussi ses petits problèmes pour tout ce qui est SEO, pour avoir des bonnes performances, etc. Et je pense que Silex, vu que, comme tu l'as dit, tu fais des sites statiques, ça aide beaucoup aussi par rapport à ça. Donc, c'est suivant les besoins de chacun. Il faut toujours garder ça en tête. Ouais, okay. Carrément. Allez, je vous montre alors. C'est parti. Donc, je vous ai préparé un test Supatest, qui est un site Silex, mais je pourrais presque le refaire. Enfin, ça m'a pas pris longtemps. Hein. Mais voilà, je vais vous montrer vite fait Supabase. Donc, Supabase, en fait, c'est open source, on peut l'héberger. Alors, c'est open core, donc c'est de l'open source un peu... voilà, je m'arrêterai là. Mais au moins, on peut l'auto-héberger, c'est pas mal. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai créé un projet. Alors, je suis pas hyper à l'aise. Antoine, si tu veux me guider, n'hésite pas. Je sais que j'ai créé un projet. Ça, c'est mon projet, en fait. D'accord.
Et je lui ai dit, ben, crée-moi un truc. Il m'a proposé des templates en fait, et je lui ai dit, bah vas-y, j'ai choisi la template couleur. Donc il m'a fait une table comme ça avec des couleurs, et il me l'a rempli avec des données d'exemple, ce qui moi m'arrangeait bien. Donc pour voir les données, eh ben, je sais pas comment faire. Ouais, tu es bien dans ton table éditeur. Et si tu pars de là, tu as couleur, là, colors. T'as juste à Ah, cliquer dessus en haut à gauche. en haut à gauche. Oh là là, je Ouais, suis trop nul. là, tu descends un tout petit peu, il y a écrit Ah colors, ouais. tu cliques dessus, voilà, tu l'as. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Donc, il m'a rempli, merci beaucoup. Il m'a rempli, voilà, un tableau. Bon, après, je suppose qu'on peut éditer et tout. C'est l'intérêt de ce genre d'outil, c'est que c'est un peu une sorte de mini CMS entre Excel et le CMS, quoi. On est d'accord, hein. Voilà, là, il y a un petit éditeur de code. Si je voulais changer de nom, c'est là. Bon, voilà, je suppose qu'il y a des champs de texte riches si on veut. Il y a un peu de tout. Voilà. Et donc ça, quand on fait ça, eh ben, dans les settings du projet, on a un truc qui s'appelle API ou intégration, non? Ou c'était dans général? Non, c'est Tu dans devrais l'avoir, intégration. je pense, dans Data API, dans Dans configuration. Data API. Ouais, voilà. Exactement, j'ai galéré à le trouver ça tout à l'heure. Donc dans Data API, il nous donne une URL ici et une clé en nous expliquant des trucs, comme quoi il vaut mieux, si on fait du front-end, vaut mieux utiliser cette clé-là, si on fait du back-end. Voilà, non, nous, c'est que cette clé ne se retrouvera pas sur le site, donc on pourrait utiliser la moins sécure, mais on va utiliser celle-là, la première. Et voilà, et il dit, ben, à partir de ça, vous pouvez accéder aux données qui sont dans la base de ce projet-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans Silex, j'ai créé un site, et dans les settings de mon site, donc j'ai juste posé un champ de texte, un petit conteneur là quand même, pour que ça ait un minimum de gueule, et dans les settings de mon site, là, dans CMS, j'ai créé une data source. Voilà, donc une data source, c'est quoi? C'est le nom, bon là je l'ai appelé Supa. Là, j'y colle l'URL qu'ils m'ont donné chez Supabase. Et je suis leur documentation, et c'est là que c'est un petit peu technique, il faut quand même suivre. Voilà, et j'ai un peu galéré d'ailleurs pour trouver les infos dans leur doc, mais je les ai trouvées, et j'ai rajouté ici des headers. Donc il faut rajouter un API key, et là la clé qui nous donnait là. Voilà. Donc ici, la clé qui nous donnait ici à droite. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai fait tester la connexion. Il me dit qu'il est connecté. Et après, c'est parti. Ce que j'ai fait, c'est juste mon champ de texte. Je me suis dit, bah tiens, ça, je vais en faire une liste qui contient toutes les couleurs, qui affiche toutes les couleurs déjà. Et donc, pour faire du dynamique dans Silex, il y a une petite roue ici à droite. Et ici, c'est là que se passe le dynamique. Donc, tout en bas, ici, il y a le loop, donc qui est une boucle. Et dans Loop, je vois apparaître en fait les collections que j'ai dans Supabase. Je vois tout apparaître. Il n'y a pas de filtre ou quoi que ce soit. C'est directement, c'est une connexion, c'est une intégration GraphQL qui est très générique, quoi. Donc ici, par exemple, je vois Color Collection. Et dans Color Collection, il y a Edge, et on voit c'est un tableau de Color Edge. Donc c'est un tableau. Donc on peut faire une boucle dessus. Donc j'ai choisi ça. J'avais pas trop d'autres choix, hein. Voilà. Et du coup, comme j'ai fait une boucle sur ce tableau, ici, dans mes expressions ici, je vais pouvoir utiliser loop data, qui est l'objet sur lequel on a fait la boucle. Donc, et dedans, pareil, je peux explorer et je vais trouver en fait x, qui est probablement la valeur hexadécimale du truc. Je peux y mettre le name aussi, par exemple. Qui serait peut-être plus malin, d'ailleurs, à cet endroit-là. Voilà. J'ai fait un autre truc aussi, c'est j'ai voulu. Bon, alors déjà, bon, on va regarder, on va publier, on va voir ce que ça donne. Donc, quand on publie comme ça un site qui est fait visuellement, mais avec des données dynamiques. Donc, vous voyez déjà que le visuellement dans Silex, il est hyper simple. Il n'y a pas de truc où on prévisualise sur la scène les données. Pour l'instant, en tout cas, il y a pas eu vraiment besoin. C'est hyper rapide comme ça, c'est plus léger. Mais peut-être qu'on le développera si besoin. Le fait de pouvoir voir que ce truc-là, il va être dupliqué X fois en fonction de ce qu'il y a dans la base de données. Ça induit plein d'autres trucs compliqués à gérer en termes du X.
là, au moins, c'est simple, quoi. On peut y rajouter aussi sur l'élément des attributs. Donc là, j'ai fait un plus, j'ai rajouté un attribut qui s'appelle style et un attribut href. Et ici, en haut, dans les propriétés, j'ai dit que c'était un A et que c'est une URL. Voilà, c'est une URL. Et mon href, en fait, je le construis pareil avec... là, j'y ai mis le nom, le name de la couleur que j'ai trouvé ici. Voilà. Donc tout ça, ça vient de ce qui est dans la table ici. Là. Voilà. Voilà. Ces trucs-là, en fait, on les voit apparaître dans Silex. Alors, comme un teubé, j'ai fermé le lien qu'il me donnait. Il me donnait le lien vers mon site et vers plein de petits trucs intéressants qu'on va regarder. Donc là, ce qu'il fait, c'est que il a envoyé sur un hébergeur qui s'appelle GitLab. On peut donc envoyer ça sur un FTP ou ailleurs ou en zip, etc. Mais là, il l'a envoyé sur un hébergeur qui s'appelle GitLab. On n'est pas obligé de le savoir. À la limite, on s'en fout si on veut, mais on peut aussi s'en servir. Voilà. Donc là, c'est ma liste de couleurs. Voilà. Alors, c'est des liens. Et on va voir qu'en fait, pour chaque couleur, j'ai créé une page. Donc, comment on crée des pages? Donc ça, c'est comment on fait une liste, en fait. Là, ce que je vous ai montré, c'est comment on fait une liste à partir des données dynamiques. Peut-être que déjà, il y a des questions. Là. Antoine, tu as peut-être des réactions aussi? Non, pour l'instant, c'est très, très clair. Donc, je continue à regarder. Ok. Donc après, la deuxième question, donc là, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut prendre n'importe quelle donnée, en faire des listes, ou alors on peut dire, je peux faire des filtres, je peux avoir que le premier élément, ou l'élément avec un ID, machin. J'ai une question, voilà. Alexandre. Ouais. Ah. Tu vois, qui est apparu sur l'écran normalement. Ah oui, je la vois. Sachant que vous êtes très proche de HTML, est-ce que vous avez dans la roadmap la génération via IA? On n'a pas... je crois pas que c'est encore dans la roadmap. Alors tiens, ça me donne l'opportunité de montrer cette superbe roadmap que nous avons. Donc là, dans la roadmap, on a d'autres trucs parce que, voilà, comme c'est un logiciel libre, il faut se bouger, que chacun contribue, participe pour définir les trucs. Donc ça avance peut-être un peu plus doucement qu'un WeWeb, justement. Ça, c'est une autre particularité. Mais à aucun moment, du coup, on a d'intérêts commerciaux. On a nos intérêts, chacun a ses intérêts commerciaux, mais les décisions sont prises en commun. Donc interactive, non, alors attends, ce qu'on veut dans la roadmap, nous, c'est les plus demandés, mais je crois, j'ai pas vu d'IA, mais il y a un paquet de trucs qui passent, alors il y a peut-être quand même quelqu'un qui a fait de l'IA. Là, les prochains, c'est Silex Desktop, donc pour pouvoir bosser en local, une app, une app qui permet de bosser en local et de créer des sites comme ça dynamiques en local, ça ouvre plein de possibilités. Et puis l'intégration Tailwind CSS aussi pour avoir plein de composants qu'on peut drag-dropper, parce que là, vous avez vu, c'est un peu sec, par exemple. Non, vous n'avez pas vu d'ailleurs. Dans le plus, là, il n'y a pas, par exemple, une hero section. Si je veux une hero section, il faut que je me la fabrique avec un container, etc., une image. Là, dans l'intégration Tailwind qui va arriver bientôt, là, le chantier va commencer bientôt, on aurait des composants comme ça qui sont des trucs Tailwind CSS, quoi. Donc des héros, il y a une centaine de composants. 500, je crois. Non, 100. Enfin bon. Et tu pourrais, juste une petite question, tu pourrais intégrer plusieurs librairies comme ça assez facilement ou... Ouais, tu veux dire d'autres que Tailwind ou... Imaginons, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent ChatCN ou des choses comme ça. Ah ça, si tu peux me le mettre là-dedans. Il y a quelqu'un qui a dit, là, dans le Tailwind, il y a quelqu'un qui disait ce serait bien d'être un peu plus générique. Mais il faut voir, faut le discuter. Ouais, carrément. En fait, on peut tout faire. Ouais. Là, il y a déjà un plugin, en fait, qui a déjà été développé, duquel on va repartir. Mais ouais, c'est une bonne idée. S'il y a d'autres trucs, moi, je suis chaud. Je suis chaud pour tester, au moins pour voir, puis si les gens l'utilisent, de le développer. Ouais. Il y a un autre truc.
Un petit point par rapport à ça. Donc, moi, je trouve ça très bien aussi. Du coup, c'est un peu plus light de ne pas voir. Mais le problème quand on utilise enfin, moi, c'est mon propre avis, mais quand on utilise justement des données dynamiques, le fait, tu vois là aussi, tu avais une table avec, on va dire, 500 entrées. Là, tu aurais eu 500 du coup entrées sur ta page et tu ne le vois pas trop. Donc pour le CSS, c'est un peu compliqué de devoir publier, voir, etc. Je sais que dans le code, c'est un peu comme ça, on publie en local pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais là, vu que tu l'envoies sur GitLab, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps aussi. Donc je sais que ça peut être quelque chose qui est assez perturbant aussi quand on fait du développement. Ouais, je pense qu'à un moment, on pourrait. Alors, je voulais vous en montrer le GitLab, mais je vais republier juste pour avoir le lien. À un moment, on devrait faire ça. Ouais. C'est très possible. Hein. Mais c'est vrai que là, Brice, t'en penses quoi, toi toi qui utilises Silex à longueur de journée, parce qu'en fait, moi, je sais pas. Bah, en effet, on pourrait avoir, mais on a déjà une sorte de prévisualisation avec le petit œil. Du coup, on pourrait l'avoir que à ce moment-là. Quand on clique là-dessus, là, ça charge et tu verrais les données. Ah oui. Ah, c'est pas con ça. Ouais, il y a que quand on se mettrait en preview qu'on peut afficher le. Ouais. Ça me plaît bien parce que le problème, c'est une galère quand tu as vraiment, par exemple, justement, si tu as 500 items ou si les trucs commencent à se chevaucher, etc., c'est pas évident de garder une fluidité dans l'interface, un truc simple pour toujours choper le bon élément là où tu veux, etc. Donc effectivement, super idée là. Ouais, on pourrait, quand tu cliques sur l'œil, là, faire la vraie preview, quoi. Non? Et je pense qu'il faudrait aussi, quand vous protégez, parce que si jamais tu as une base de données, on va dire, là, si je prends Poder, on a des millions et des millions d'entrées. Quand tu fais ton appel dans ton back-end, il faut que tu protèges et que tu aies que les 50, 100, 200 premières entrées. Et sinon, en fait, tu bloques parce que sinon, ça peut te faire crasher ta machine, je pense. Ouais, alors ça m'amène à là le lien que nous donnait la publication là. Il y avait un lien vers le front là, enfin ce qu'on a fait là. Voilà. D'ailleurs, du coup, il y a des pages. Je veux montrer comment on fait les pages, mais là j'ai fait aussi une page donc qui montre la couleur qui est dans la base de données. Hein. C'est rien de fou. Voilà. Mais toutes ces pages-là, on les voit, elles ont été générées ici. Donc il y a un autre lien dans la publication. Le premier lien, c'est ton site que tu as créé. Là, le deuxième lien, c'est le build là qu'on va regarder. Et le troisième lien, c'est les settings, parce qu'il y a des settings pour ajouter ton nom de domaine ou des trucs comme ça. Et donc là, on voit toutes les pages qu'il a générées. Donc nous, là, chez Internet 2000, des fois, ici, on a je sais pas, 200, 300 pages sans problème. Et ça tient bien la route, mais effectivement, au pire, tu cracherais ce truc-là. C'est-à-dire, là, chez GitLab, à un moment, ils arrêteront sûrement de télécharger des gros machins. Mais pour l'instant, il n'y a pas de limite. Hein. Donc, à voir. Alors après, par contre, on peut dire, tu vois, si par exemple, toi, tu veux, dans le front-end ici, dans ton loop, tu peux lui mettre il y a des filtres là qu'on peut utiliser. Par exemple, tu peux mettre un where, non, un sort, un slice. Voilà, il y a de la doc là-dessus. C'est des trucs qui te permettent de dire, je veux, par exemple, aller de l'index 0 à l'index, je sais pas, 500. Du coup, ça va te prendre les 500 premiers. Quoi. Voilà. Ouais. Bon, mais c'est vrai, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas ça, il n'y a pas eu besoin. C'est intéressant comme remarque, ouais. Du coup, on pourrait faire ça au moment où tu cliques sur le petit œil là, que ça t'ait une limitation sur les listes, du coup, ça te prenne. Ouais, parce que là, si par contre tu as 5000 éléments là dans la page, on va mourir. Ouais. Et donc là, ce build, en fait, là, on a un autre lien, c'est vers les settings. Donc, ce qui est intéressant aussi là dans Silex, c'est que tout ça là, GitLab, c'est un projet open source, donc tout ça c'est open source. On peut tout, nous chez Internet 2000, par exemple, vu que c'est quand même notre gagne-pain, ce truc-là, ce système, on l'auto-héberge. On n'utilise pas la v3.silex.me comme tout le monde parce que on veut pouvoir maîtriser tout. On a quelques plugins qu'on développe nous-mêmes. Tu vois, on fait vite fait des on fait moins de mises à jour, tu vois, c'est moins cow-boy quoi que voilà. Donc, on veut pouvoir maîtriser quand est-ce qu'une nouvelle version est mise et tout. Donc tout ça tu peux l'auto-héberger.
Et alors, tu as plein d'atouts avec ce truc GitLab, donc c'est gratuit. Eux, leur business model, c'est surtout pour les grosses boîtes. Si jamais tu commences à avoir beaucoup de builds, là, tu vois, build des centaines de sites. Si nous, on était 500 chez Internet 2000, et qu'on utilisait la version open source là, on serait obligé de payer parce qu'il y a un moment où ils te disent, bah non, mais là, tu builds trop de trucs. Donc, voilà. Donc ça, c'est de l'open core aussi. Et c'est de l'hébergement ce qu'ils vendent en fait. Mais pour les sites statiques de Silex et tout, là il y a personne j'ai jamais vu aucun utilisateur Silex payer. Si jamais on devait et qu'on voulait pas, on pourrait auto-héberger GitLab et Silex aussi. Et tu as plein de trucs cool quoi. Par exemple, tu peux aller voir toutes les modifs. On peut revenir en arrière à n'importe quel moment dans le temps. Tu as accès aux sources. Tu peux voir ce que fait Silex, quoi, voir ce qu'il y a un peu derrière. Alors, par exemple, ici, tu as les tags. Donc, à chaque fois qu'on publie, ça crée un tag. Tu peux aller chercher. Par exemple, tu dis, moi, ma version d'il y a 2 ans, là, elle marchait beaucoup mieux. Donc, tu la télécharges. Et là, tu vas te retrouver avec un zip avec dedans ton site que tu as publié, quoi, tel qu'il était à cette date-là. Donc, ça, c'est marrant. Et puis voilà, et puis tu peux installer, tu peux par exemple, c'est hyper simple ici de rajouter une ligne dans le build ici, donc là ça devient un peu à la limite c'est plus du no-code, quoi, là c'est une utilisation hyper avancée, mais on n'est jamais bloqué, quoi. Si là tu veux déployer sur autre chose, tu déploies sur autre chose. Si tu veux changer, faire des traitements sur ton site, tu peux le faire à ce moment-là, ou appeler un hook, par exemple. Donc, tu as un système de hook aussi dans les settings là-dedans, tu as des webhooks. Donc, tu peux dire, par exemple, à chaque fois que mon site est mis à jour, je veux appeler une URL, tu vois, c'est hyper simple, tu mets ça comme ça, pour, je sais pas, interagir avec ta base de données ou je sais pas quoi. Ou l'inverse, tu peux dire, dès qu'il y a quelque chose qui change dans ma base de données Supabase, je déclenche un build, tu vois. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi. Ouais. Supabase propose aussi ce type de webhook ou de cron job, ce qui est aussi très très intéressant. Mais ouais, c'est tu m'étonnes. Mais c'est vrai que là, ça se passe comment, par exemple, dans WeWeb, t'as pas cette notion de build, je pense. T'as pas besoin en fait, vu que c'est dynamique, j'imagine. Parce que là, l'intérêt, c'est que quand je vais éditer ma base Supabase, je peux faire un déploiement de mon site de nouveau. Donc du coup, quand mon client il change quelque chose au site, moi mon design je l'ai pas touché, évidemment j'ai pas besoin de repasser par Silex à les publier, quoi. Tu vois. Ce serait quand même dommage. Et puis voilà, et puis après, en fait, ce que génère Silex, c'est des sites Eleventy. Donc pour les développeurs après, ici il y a moyen de rajouter juste un fichier Eleventy config. Et là, on peut faire une tonne de trucs. Ça va de générer des previews pour chacune de tes pages automatiquement. Voilà, faire plein de trucs. Je sais pas, des optimes d'images aussi. C'est vraiment des copier-coller de la doc d'Eleventy. Et tu vas avoir des images qui vont être en plusieurs tailles, avec aussi du WebP, de la VIF. Enfin, on peut tout faire, quoi. Voilà. Mais c'est une utilisation hyper avancée. Il y a un autre truc qui est marrant qu'on peut faire, et que je ne sais pas si c'est utile, mais on peut rajouter plusieurs data sources. Donc, on pourrait avoir, par exemple, plusieurs CMS. Ou bien on pourrait avoir un CMS et un truc d'e-commerce, par exemple. Voilà. Bon, je le dis parce que je trouve ça marrant, mais j'ai jamais vraiment vu d'utilisation. Si ton changement entraîne une modification structurelle ça c'est une bonne question, dans la data manipulée en front sur WeWeb, il faudra certainement faire des ajustements et publier. Tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, alors ça sent le vécu, là, Xavier, je pense que tu as dû déjà voir ça quelque part. Si par exemple, dans ma base de données, je supprime une colonne qui est utilisée ici, quand je vais publier, mon build, il va me dire non, ça marche pas. Voilà. Le build, il va fail, quoi, et il y aura une erreur, et qui te dira, il manque la colonne machin, bon, à peu près, avec des termes, voilà. Et tu devras ajuster ton design. Et vice-versa, évidemment, si tu rajoutes un truc dans Silex, il faut après aller l'ajouter là-dedans. Tout à fait. Ouais.
Et ce qui est marrant là dans ce que je vous ai montré, c'est qu'il n'y a aucune dépendance en fait à Supabase. En fait, ça pourrait être n'importe quoi. Nous, on branche un peu à tout. Hein. Il y a du Squidex que j'aime beaucoup. Et rien que pour le nom. Et puis, mais on pourrait tout ce qu'il y a du N8N. Alors c'est N8N. Alors il y a un truc qui est génial avec N8N, c'est qu'ils ont un nœud GitLab. Donc tu peux faire en sorte tu peux faire plein d'automatisation. J'ai pas fait le tour, j'en sais rien encore exactement, mais dès qu'il se passe un truc, tu peux agir dessus, tu peux générer des nouveaux fichiers, j'en sais rien. On pourrait faire un système de commentaires, par exemple. Oui, c'est de l'open core aussi, N8N. J'utilise beaucoup N8N. Souvent, je sais que par exemple, dans Xano, on a la base de données et on peut utiliser justement les back-end workflows pour justement créer cette logique quand quelque chose se passe sur ton back-end, appeler différents API, etc. Sauf que Supabase, ce qu'ils utilisent en règle générale, c'est tout ce qui est edge function. Et ça, c'est du code pur. Moi, j'essaie vraiment d'être que dans du développement visuel. Donc, souvent, j'utilise le web front-end, Supabase sur le back-end. Ensuite, on peut aussi faire quelques fonctions avec du SQL. Mais après, derrière, j'utilise énormément tout ce qui est N8N, etc. pour faire toutes ces connexions entre tous mes parties tiers. Ok. Mais dans WeWeb, il y a déjà pas mal de trucs, j'imagine. Pour WeWeb, faire c'est ça, que la partie front-end. WeWeb, c'est vraiment que la partie front-end. On peut utiliser des workflows, on peut créer des workflows, etc. On peut appeler des API, mais c'est que du front-end. Donc, il faut aussi savoir que, vu que c'est du front-end, ce sera aussi visible si tu appelles un API, etc. Dans ta console. Ok. Il y a un autre truc qui s'appelle Hugin. Je le dis parce que c'est libre, mais c'est pas N8N quoi. Mais moi je l'utilise quand même. Il y a des trucs qui sont utiles, donc ça ressemble à ça. C'est des formulaires en fait. C'est beaucoup plus simple finalement. Par contre, tu peux le faire depuis ton téléphone, pas comme N8N. C'est vraiment une série de formulaires et à chaque fois tu dis chaque élément de ton workflow, c'est en fait il y a un petit formulaire en fait. C'est un peu du là le N8N avec les trucs où tu tires un fil d'une boîte à l'autre. Bon, c'est fun, mais c'est pas si nécessaire que ça. Voilà. Et alors que là, tu vois, il y a des agents et puis des scénarios. Je sais plus où c'est, des events. Enfin voilà, voilà, ça ressemble plus à un truc comme ça, quoi. C'est très très vieux, Hugin. Ça date d'il y a longtemps, c'est toujours maintenu, ça marche bien, c'est vraiment du logiciel libre, quoi. Voilà. Je connaissais pas. On sait jamais si ça vous tente. Il n'y a pas de version hébergée, il n'y a pas de SaaS, il n'y a rien. Il faut l'héberger toi-même. Voilà. Alors moi, je l'héberge moi-même à N8N aussi. C'est pas sur le cloud. Ouais. Bah oui, j'imagine que tu es obligé, quand tu fais un truc vraiment sérieux, tu es quand même obligé de l'héberger toi-même. Ouais. Nous aussi, on a une instance N8N. Ah oui, faire du N8N toute la journée, oui, tu dois avoir mal au bras, quoi, au bout d'un moment avec tous ces clics. Ah ouais. Ok. Bah voilà. Est-ce que vous avez des questions, des retours, des idées? Là déjà, on a eu pas mal d'idées sur. Je suis assez chaud pour développer une preview. Ouais, moi j'adore N8N, hein, je plaisantais. Hein. Et ouais, bah voilà. C'est tout ce que j'avais à montrer. Hein. Peut-être montrer des trucs qui sont faits avec Silex, peut-être. Je crois que tu es en mute, Brice. Base de données. On t'entendait pas, Brice. Hein. Je sais pas si tu parlais, mais. C'est vrai. Je l'ai coupé parce que j'ai mon ordi qui souffle, il est vieux, et j'avais peur que ça. Je sais pas ce que vous voulez regarder après, si vous voulez passer sur WeWeb ou sur des exemples, je sais pas. À vous de voir, messieurs. Ouais, moi je suis ouvert. Bah ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup vu du coup WeWeb, on a surtout vu Silex
Et si vous voulez, je peux vous faire un petit tour de WeWeb aussi, il n'y a pas de Ah bah souci. voilà. Ça vous va, Ah ouais, Je surtout reconnecte. surtout l'intégration là. Moi, je suis curieux de voir comment tu vois comment tu te retrouves. Comment moi, ils je l'ont connais pas fait? du tout. Ouais. Du coup, Alors, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Ils ont fait beaucoup de releases. Ils se sont focalisés énormément sur l'intelligence artificielle aussi. Je pourrais vous montrer un petit peu. Mais très rapidement, donc ça, c'est l'interface WeWeb. Donc, c'est pareil, on a accès aux pages ici. Ici, on a tout ce qui est layout. Ça, c'est tous les connexions avec les données. Donc, j'ai déjà connecté un petit exemple Supabase, mais je vais vous montrer. Et ensuite, on a les workflows et les formules sur la page. Et ensuite, c'est un petit peu comme ce que tu montrais. Donc, en fait, ils ont déjà des composants préconçus. Par exemple, si je fais un truc tout simple et que je mets un texte, voilà, c'est exactement un petit peu ce que tu m'as montré avec Silex. Et là, sur le côté droit, du coup, on a les différents. Donc là, c'est plus tout ce qui est CSS, etc. Donc, on peut changer le texte si on veut. Antoine. Et, pardon. Et en fait, on a tout ce qui est CSS, etc. Ils ont même, du coup, tu parlais des animations, mais ils ont tout ce qui est animation. Et on peut faire du custom CSS sur l'élément principal ou alors sur la page aussi principale. Ensuite, on a tout ce qui est paramètres par rapport aux composants. Donc, on peut mettre le HTML tag. On peut dire, en cliquant dessus, je fais un lien quelque part. On peut mettre un nom d'élément et on peut lui mettre des attributs. Je travaille en ce moment sur un projet où il y a énormément besoin d'accessibilité. On n'y pense pas assez. Et du coup, ça m'aide beaucoup, les attributs sur l'accessibilité. Parce que mine de rien, il y a de plus en plus de projets qui le demandent. Et j'y connaissais rien du tout. J'apprends aussi. Je travaille avec des gens très compétents qui sont top. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Et enfin, on a tout ce qui est workflow. Alors ça, c'est génial quand on crée une application web. C'est en gros par rapport à une action. Donc, si je clique dessus, si je scroll ou quoi que ce soit par rapport à cet élément, ensuite, on peut avoir différentes actions. D'accord. Donc, en gros, je peux dire, donc là, c'est connecté directement à Supabase, mais je peux dire que quand je clique dessus, je veux que tu ajoutes un élément à ma table, par exemple. Et donc là, je peux connecter ma table, etc. Donc juste très rapidement pour vous montrer comment j'ai connecté. En fait, il travaille avec des plugins. Il y a 3 types de catégories. Donc, il y a les data sources. Donc, on peut connecter, entre guillemets, WeWeb avec enfin, quasiment tous les backends disponibles. Et du coup, pour connecter à Supabase, j'ai juste eu à cliquer sur Supabase. J'étais dans la configuration. Alors maintenant, avant, il ne l'avait pas. Donc, mais maintenant, en fait, on a juste à cliquer sur connecter le compte et il se connecte automatiquement à ton compte Supabase. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais avant, c'était un petit peu pareil. On mettait justement le projet, la clé publique, etc., etc. Ce qui est assez intéressant dans Supabase, donc là, je vais passer plus sur Supabase, c'est qu'ils ont aussi tout ce qui est table real-time. C'est-à-dire qu'en fait, si quelque chose change sur la table, ça va automatiquement se montrer sur le front-end. Donc ça aussi, on peut l'utiliser plutôt que de faire du fetch ou des choses comme ça, ce qui peut être intéressant. Attention à la performance toujours, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça. Et donc après, c'est pour se connecter, en fait, on va créer une collection. Alors, je vais juste vous montrer très rapidement aussi sur Supabase comment j'ai fait ça. Spoiler, j'ai utilisé Claude. Je me suis acheté Claude 3.7 parce que je trouve ça génial. Mais je lui ai juste demandé, en fait, je vais vous montrer, de me créer 4 types de tables pour un truc catalogue tout simple. Donc, en gros, il me crée produit, catégorie, tag et product tag. Donc, ça, c'est la relation entre les deux tables. Et je lui ai demandé de me mettre des données, différents types de données. Donc, juste en faisant ça en 5 minutes, j'ai juste eu à cliquer sur Run. Et en fait, le SQL qu'on écrit dessus va aller créer mes tables qui sont ici. Donc, on peut les voir. Et du coup, la table qui est relationnelle est ici. Et pour avoir, entre guillemets, une vue globale, il y a plusieurs façons de le faire, mais entre guillemets, une façon simple, c'est de créer une vue dans sa base de données. D'accord? Et pour créer une vue, c'est pareil, c'est du SQL. Mais en gros, je dis, je
je mets les tables ensemble et je lui dis, par rapport à ton ID de produit, je veux avoir toutes les informations. Ce qui te donne à la fin, en fait, ce catalogue où j'ai mes noms des produits, j'ai la description, etc. Et j'ai aussi les tags qui sont mis dans un JSON ici. Alors, c'est qu'une vue, donc ça va. Mais du coup, je vais pouvoir appeler Product Catalog View directement dans WeWeb. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait ici. Donc, je l'appelle comme je veux, hein, ça peut être Antoine ou quoi que ce soit. Je le connecte à Supabase. Je vais chercher ma table, donc Product Catalog View. Je peux décider de quelle colonne je veux. Et ensuite, et c'est justement ce que ma question par rapport à toi, Alex, la dernière fois, c'est est-ce qu'on peut mettre une sorte de pagination quand on appelle justement ces données, parce que je trouve, pour moi en tout cas, c'est génial au niveau de la performance, pour pas faire bugger son application ou quoi que ce soit. Quand je sais que je vais avoir beaucoup de données, je mets toujours une pagination. Bon, là, j'en ai pas mis parce que j'en ai pas beaucoup, mais en gros, on peut faire ça. Et ces filtres qu'on peut mettre ou la pagination sont faites sur le back-end. Donc, en gros, ce n'est pas fait sur le front-end, c'est vraiment fait sur le back-end. Ça, c'est plutôt intéressant parce que, bon, pareil, performance, sécurité, etc. Bah ouais, ouais. En fait, Tu veux pas charger, tu veux pas tout charger pour filtrer après, oui, c'est pas. Ouais. Exactement. Et du coup, comme on peut le voir, là, on peut accéder aux données. Et à quoi ça ressemblerait après, c'est si je mets une table. Je vais faire un truc très rapide. Hein. Ah, ça c'est marrant, ça c'est intéressant, ouais. C'est l'approche par composant, quoi. C'est l'approche par composant, ouais. Après, on peut créer nos propres composants. Je pourrais vous montrer ça, surtout que là, je ne montre pas du tout les nouvelles fonctionnalités parce que je ne sais plus qui en parlait, c'était Xavier. WeWeb a pris une approche très intelligence artificielle. Je pense qu'ils travaillent avec des MCP, justement. On en parlait un tout petit peu. Et c'est assez intéressant de voir ça. Et du coup, là, on accède à un composant qui s'appelle Collection List. Une collection list, en fait, il peut être bindé, comme on dit, à de la donnée. Donc, on peut binder justement avec ce petit icône. Et je peux aller retrouver justement ma collection qui est ici, là. Où, comme on peut le voir, en fait, là, j'ai 12 éléments dans mon arrêt. Et du coup, là, j'aurai 12 éléments. Et donc, du coup, en fait, vu que là, donc ça passe en mauve, vu que là, je suis dans ma liste collection, je peux aller retrouver en fait les noms qui sont ici et avoir mes produits qui arrivent. Donc en fait, c'est comme ça qu'on peut faire les données dynamiques, etc. Ok, d'accord, ouais, ok. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à connecter Supabase. Alors ils le font aussi avec Xano, et ils le font avec différents backends. J'ai même travaillé une fois avec Airtable et WeWeb. Moi, je ne suis pas fan au niveau de la sécurité parce qu'il faut quand même protéger les données, etc. comme il faut. Je sais que Supabase, je le fais très bien. Je ne partirai pas dans les détails, mais Supabase, là, par exemple, ces données ne sont pas protégées. On peut le voir ici. Mais en fait, on peut protéger les données avec du RLS. Donc, c'est Raw Level Security. Et en fait, ça définit une police en disant que, par exemple, seulement les personnes authentifiées sur ma truc Supabase pourront le voir, ou s'il y a un rôle, une permission, ou des choses comme ça, on peut aller travailler là-dessus aussi. Mais bon, là, pour l'exemple, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, voilà en fait comment les deux s'intègrent ensemble de manière seamless, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ok. Ouais, c'était marrant dans Silex, les étapes qu'on a fait. Il y a eu plein de réflexions sur, oui, est-ce qu'on met une liste, par exemple, un composant liste comme ça, ou est-ce que on met un truc qui est plus proche en fait de la programmation en vrai, c'est-à-dire là comme on fait dans Silex, c'est-à-dire tu mets un composant texte normal en fait et tu crées ta liste comme ça. Et ouais, c'est deux approches intéressantes. Ouais. Je pense après, alors honnêtement, je pense après que tu peux faire je le fais pas, mais que tu peux le faire. En fait, tu peux créer ton div et dans ton div, tu peux répéter les items. Ouais, donc tu vois, tu peux le faire. Tu peux répéter tes items, tu prends tes données. Et puis après, d'accord, ok. Donc, tu vois, je pense que c'est plus pour aider l'utilisateur final. Donc, ça dépend quel type de client aussi tu vas avoir sur Silex. Si c'est des clients qui sont plus dev, peut-être que tu n'as pas besoin de créer cette liste.
Peut-être que tu as juste besoin d'avoir ton div, ton texte, pouvoir changer justement le mince, j'ai perdu le tag, etc. Et c'est tout aussi bien. Ça va vraiment dépendre en fait de quel type de client tu as et de ce qu'il demande. Ouais, limite, on pourrait faire aussi dans Silex ajouter des composants exprès pour, enfin déjà tout prêt pour répéter, pour tout ça. Ouais. Moi personnellement, l'approche que tu as avec ta roadmap et que tu laisses les gens qui utilisent ton outil décider, je trouve ça génial. Parce que je pense que vraiment, alors c'est génial que toi aussi, tu décides un petit peu quelle direction tu prends et ta vision. Mais au final, ceux qui l'utilisent tous les jours, c'est ceux qui ont besoin en fait d'outils derrière. Donc c'est là aussi où il faut être très intelligent. Et je pense que c'est très intelligent ton approche. Et alors, nous, on a un double truc. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 casquettes. Hein. Moi, je travaille donc pour le studio web. Et là, nous, en fait, moi, mon temps, il est rémunéré par des clients, machin. Donc, du coup, ce que je développe, moi, c'est prioritairement ce dont on a besoin dans le studio. Quoi. Voilà. Mais la roadmap que tu as vue là, en fait, il y a des sponsors dans Silex. Et il y a aussi, là, il y a un contributeur que je salue, un contributeur principal qui est Olivier, qui doit peut-être être là, et qui est français aussi. Voilà. Et donc, en fait, on développe, là, pour le coup, lui, il développe un peu ce qui l'intéresse. Lui, c'est surtout pour apprendre, pour développer, lui-même, il développe des sites. Et après, avec l'argent des sponsors, c'est pas à moi de décider trop, tu vois, ce qu'il faut faire. Et comme tu dis, c'est beaucoup plus intéressant de voir ce que les gens ils ont à dire. Hein. Ouais. Et alors, dans le monde, ouais, pardon, vas-y. Honnêtement, c'est ce qu'on a vu aussi avec Poder pour une petite aparté, mais quand on a créé notre startup, on avait une super idée. Et au final, les 3-4 personnes qui ont commencé à utiliser notre idée, on dit, en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est le petit bouton qui était en bas à droite. Et au final, on a développé le petit bouton en bas à droite et c'est devenu Poder. Mais si on continue sur notre idée, en fait, on ne serait on serait plus là, quoi. Ouais. Alors là, vu que par exemple, donc il y a Brice et Jonas qui sont vraiment à plein temps à utiliser Silex tout le temps. Moi, j'ai déjà des retours immédiats. Ça c'est royal aussi, quoi. Ça c'est franchement, ouais. Bon, des fois le retour c'est putain, ça marche pas. mais voilà. Ouais. C'est vrai que ça s'adresse pas à la même population. Nous, c'est des clients. C'est pas comme des utilisateurs qui pourraient avoir envie d'utiliser Silex en open source pour faire des petits sites à eux ou quoi. Donc c'est vrai que c'est pas la même population ni les mêmes demandes. Ouais, et puis d'ailleurs, Antoine, toi tu disais, ça dépend qui sont les clients, qui sont tes clients. Mais j'ai mis un moment à comprendre parce que pour nous, moi, quand je parle de clients dans le cadre de Silex, en fait, c'est des boîtes qui nous payent pour créer des sites. Et ça a mis c'est marrant parce que c'est des termes. Je vais reformuler tes associés, on va dire. Ouais, les utilisateurs, quoi. Nous, on les appelle juste les utilisateurs. Et c'est un truc avec le logiciel libre qui est difficile au début à comprendre. Je me rappelle, moi, au début, je me disais, mais c'est bizarre ce truc. En fait, un utilisateur sur Silex, il apporte rien du tout. On n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un utilisateur de plus, ou même 100 ou même 1000. On a intérêt à ce qu'il y ait des contributeurs en plus. Voilà. Et ça, c'est le but. C'est de trouver là des gens qui vont, des gens ou des boîtes qui vont en fait investir du temps pour apprendre Silex, comme nous on l'a fait, ou qui n'auront pas besoin de temps parce qu'ils connaîtront déjà le HTML, CSS, dans ces cas c'est immédiat, mais qui l'utiliseront pour leurs clients. Et à ce moment-là, ils auront vraiment un intérêt à contribuer, comme nous, et reproduire ce que nous on fait en fait. Et du coup, pour que l'outil se développe plus vite. Là, pour l'instant, c'est un peu lent. Là, on parlait d'IA, par exemple. Ce serait cool d'avoir de l'IA, mais nous, on n'est pas prêt à y mettre vraiment du temps, tu vois. Mais le jour où il y a quelqu'un là qui va vraiment se servir de Silex, peut-être qu'il aura 2-3 heures à consacrer par mois ou par semaine même. Et alors là, dans ces cas-là, on peut développer l'IA, on peut développer plein de trucs, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Et puis nous, on parle pas d'IA parce qu'on n'a déjà pas la partie composant. Qu'on n'a même pas cette étape-là qui fait qu'on a une bibliothèque ou quoi. Je pense que si tu as déjà une bibliothèque ou des composants, du coup, tu peux te dire, l'IA, elle peut peut-être aussi me générer un truc sur mesure
on a déjà la mécanique un peu peut-être pour faire ça, quoi. Ouais. Là, donc là, la prochaine feature, c'est une version locale desktop qui marche offline, qui tu peux brancher du coup à des CMS basés sur les fichiers. Et l'étape d'après, ce sera de développer tous ces composants là. Donc c'est hyper simple. Comme c'est open source, en fait, il y a plein de trucs beaucoup plus simples que pour des outils propriétaires. En fait, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. C'est une discussion qui m'intéresse. Hein. Si vous voulez, on peut en parler. Mais c'est vrai que nous, en fait, c'est beaucoup plus simple. Moi, quand j'investis 3 à 4 jours de dev, ben, en fait, ça a vraiment un impact énorme sur le truc. Pas seulement parce qu'il manque plein de trucs, mais aussi parce qu'il n'y a pas besoin de gérer les paiements, il n'y a pas besoin de gérer, tu vois, par exemple, les tokens pour l'intelligence artificielle, bah, c'est l'utilisateur, il rentre sa clé. Nous, à aucun moment, on va avoir besoin de faire attention, tu vois, on demande à personne de payer. L'authentification, elle est gérée par des tiers, donc GitLab ou ton FTP. Tu vois, on garde aucune donnée d'utilisateur sur le serveur, il n'y a aucune donnée. Le serveur, il est gratos parce que, bah, en fait, c'est hyper léger tout ça. Et donc voilà, c'est une autre, c'est un peu une autre philosophie. Il y a du bon, du mauvais, mais là, le jour où là, on est 2 contributeurs, mais le jour où on sera 4, 5 avec des boîtes un peu derrière et tout, là, ça va commencer à être vraiment compétitif en termes de vitesse de développement et de nombre de features. C'est exactement ce qui s'est passé pour d'autres logiciels libres, comme par exemple Blender 3D, là, qui de manière entièrement 100%, tout est gratuit, et ils font concurrence à des 3ds Max et des Maya, et ils les ont détrônés pour plein de trucs, quoi. Tous les studios de cinéma aujourd'hui ou d'effets spéciaux utilisent Blender, au moins pour certaines choses, quoi. Et voilà. Est-ce que le nom Silex a un rapport avec Silex de Symfony? Eh ben non, pas du tout. Et ça nous a bien fait chier parce que à un moment, il y a eu une sorte de rush sur un micro-framework qui s'appelait Symfony et qui est du PHP. Et donc, c'est pas très loin de ce qu'on fait. Et derrière Silex de Symfony, il y a une association qui s'appelle, non, c'est une boîte qui s'appelle Sensio Labs. Et derrière Silex, il y a une association qui s'appelle Silex Labs. Alors la confusion était totale. On a souvent eu des, mais là il a été enterré, le Silex de Symfony n'est plus maintenu. Donc du coup on n'a plus ce problème. Et pendant longtemps on avait souvent des gens qui disaient bah je comprends rien là votre truc. Il est où le PHP là? Je le mets où? Non, c'est pas chez nous là, chez les voisins. Voilà. Et c'était français en plus. Comme ça. Bien le bordel. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Donc, ouais, la roadmap, c'est un truc qui est original c'est une grosse différence par rapport à des outils propriétaires comme WeWeb. Bon, il y a une roadmap dans WeWeb et ils écoutent leurs utilisateurs, j'espère bien. Mais là, nous, en gros, là, dès que tu atteins 10 votes sur une feature, on débloque les fonds qui sont payés par les sponsors. Et puis, du coup, ça se développe, quoi. Voilà. C'est vraiment totalement, ouais. Et donc, WeWeb, tu fais principalement des apps, tu peux faire des sites aussi, non? Ou c'est vraiment, c'est pas une utilisation classique? Si j'ai des clients qui arrivent vers moi et qui me demandent de faire un site statique, alors avant que je connaisse Silex, je les aurais conseillé Webflow. Pour un e-commerce, j'aurais conseillé autre chose aussi. Alors là, c'est un domaine où je suis pas très très bon, donc je vais sûrement dire des bêtises ou je vais pas être assez explicite, mais c'est tout ce qui concerne le SEO, le ranking, etc. Justement parce que c'est très dynamique, etc. Les données, en fait, elles ne sont pas. En gros, on a du mal à ranker sur Google si on utilise du WeWeb. D'accord? C'est possible, on peut le faire avec des CDN. Il y a énormément de discussions là-dessus sur des forums, il y a des solutions, mais c'est beaucoup plus technique. Comme tu peux le voir, moi, j'y connais rien, c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je conseille toujours e-commerce, par exemple, je vais aller leur dire, allez voir Shopify, parce qu'en fait, tout est déjà fait pour justement un site e-commerce. Du coup, maintenant, pour les sites statiques type blog ou type statique, je pourrais dire Silex, mais avant, je disais Webflow.
Donc il y a des choses, en fait, il faut toujours regarder, ok, quel est le but final, et par rapport à ce but final, choisir son outil qui correspond par rapport à ça. Et WeWeb, c'est exceptionnel pour les applications web. On n'est pas bloqué, mais on peut avoir des petits points où c'est plus compliqué, où c'est plus technique. Il faut aller chercher un peu plus loin. Et ça m'amène à une autre question, alors un peu liée, mais est-ce que tu peux, vu que WeWeb fait des web apps, est-ce que tu peux les mettre dans un autre, par exemple dans un site Silex? C'est-à-dire comment? Est-ce qu'on pourrait pas mixer les deux finalement, parce que tu as plein de web apps qui ont des parties statiques? Ça doit être possible. Moi, je t'invite vraiment à contacter l'équipe parce qu'ils sont exceptionnels. Ouais. Ils te répondront avec grand plaisir. Ouais, souvent je suis les lives en fait. Moi, j'aime bien leurs lives. Moi, je suis très très fan de l'équipe. Même pareil, hein, sur tous les problèmes que j'ai eus, j'ai pu les contacter. Ils m'ont répondu avec plaisir, etc. Donc il n'y a pas de souci. Je sais aussi qu'on peut exporter sur GitHub, donc on peut aussi avoir le code. Donc il n'y a vraiment pas de. Ça se trouve, on pourrait mélanger. Ouais. Un peu, ils ont une superbe vision. Là, ils passent énormément sur l'IA. Moi, je suis un peu moins fan de. Il y a quelques trucs que j'aimerais qu'ils changent, par exemple le branching, pour qu'on soit plusieurs à travailler, ou alors qu'on puisse bosser sur le fait que moi, j'ai un client où le projet est assez gros maintenant. Donc, on a des sprints. Et en gros, par exemple, je bosse sur une feature. Et une fonctionnalité, pardon, et j'aimerais bosser aussi sur une deuxième parce que j'attends que mon back-end finisse sur un truc. Mais en fait, si je fais un push à production parce qu'il y a un bug critique que je dois solutionner, en fait, je vais pousser aussi les deux fonctionnalités que j'ai commencé à travailler. Et du coup, en fait, pour moi, ça, c'est un énorme problème parce que, en fait, je voudrais pousser que la solution de bug ou que le truc. Et en fait, ça, sur les gros projets, alors, sur les petits projets, il n'y a pas de souci. J'arrive à bloquer, etc. Mais sur les gros projets, ça commence à être un petit peu plus difficile, quoi. Et au niveau de l'UX, tu verrais ça comment? C'est-à-dire, parce que je vois en code, c'est assez simple de faire ça en code, mais est-ce que par exemple, tu te verrais, tu fixes ton bug si par exemple tu pouvais facilement, parce que là, ce qu'on peut faire avec Silex dans ces cas-là, c'est pour ça que je dis ça, j'essaie de réfléchir à comment on pourrait faire mieux, mais avec Silex actuellement, ce que tu peux faire, c'est des branches. Donc tu peux dire, je reprends la version du 12 octobre et je la pousse en prod en ayant changé un truc dedans. Mais du coup, ton fixe, tu dois aussi aller le faire sur ta version sur laquelle tu as bossé depuis le 12 octobre, tu as rajouté plein de trucs. Tu dois aussi le faire là. Et quand tu seras prêt, tu le pousses en prod, quoi. Je crois que Bubble propose ça. Quand j'ai quitté Bubble, ils commençaient à le mettre en place, mais c'est en gros créer en fait une version. C'est comme si tu faisais du code en fait. Tu as ta branche principale et tu crées une branche où tu fais tes changements et après tu peux la reconnecter sans la publier sur production. Et ça, pour moi, j'adorerais avoir ça dans WeWeb parce que je pense que ça m'aiderait beaucoup dans mon travail de tous les jours avec des gros projets, quoi. D'accord. Ouais, je me demande si avec un truc comme si avec le GitLab là, si tu t'y retrouverais ou pas, mais c'est pas sûr. Il manquerait peut-être des trucs, ouais. Après, sur les sites statiques, je ne sais pas à quel point cette fonctionnalité est utile, parce qu'une application web, on peut aller pousser très très loin. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas pousser très très loin un site statique, on peut. C'est pas la question, mais je ne sais pas si c'est la priorité par rapport aux autres trucs qui seront là, quoi. Pas trop. Je pense nous, on n'a jamais vraiment besoin. Toi, Brice, ça t'a manqué des fois de faire ça ou? Non. Pas. Ouais, je sais pas, ou pour débugger des choses, quoi, des trucs qui marchent pas, du coup, peut-être faire une version, revenir à une version qui marche et travailler à côté sur un truc qui marche pas. Mais... Ouais. Je t'ai souvent vu revenir en arrière sur des trucs. Au moins pour voir comment c'était fait avant, voilà, quand ça marchait. Alors là, il y a Virtual Code qui dit c'est difficile d'avoir un bug critique sur un site statique. Ah il y en a qui y arrivent. Il y en a qui y arrivent. Ici présent. Ouais, ça arrive. Ouais, des fois tu pètes le menu. Puis là, on a vu comme on peut, par exemple, il y a des fois des listes dans des listes. Il y a des fois par exemple des balises details. Là, on n'a pas vu dans Silex, mais tu peux faire des balises details. Donc ça s'ouvre quand tu cliques. Et à l'intérieur, tu peux avoir, je sais pas, un diaporama, une liste, un machin.
ouais, des fois, c'est quand même compliqué et tu sais plus trop, ça marchait avant, là, ça marche plus. Bon, ouais, il y a des bugs un peu comme dans une app. Effectivement, c'est quand même moins poussé, je pense, mais Ou la base de données aussi, souvent c'est un peu ça aussi qui fait qu'il y a des modifs et qui fait qu'après nous on a plus les données sont plus retrouvées. ouais. On a- Ouais, ça c'est vraiment bien de pouvoir revenir en arrière. Ce qui serait bien, là on utilise GitLab pour revenir en arrière, mais ce qui serait vraiment ultime, et c'était Simon à un moment qui avait proposé ça, c'était que dans Silex, tu la liste des commits et que tu puisses là, Ouais. tu vois, tu cliques, tu vois ton truc. Ouais, ça serait bien. Un peu comme ce que fait N8N quand tu vas dans les exécutions, là. Tu vois tous les trucs qui se sont passés. Ça c'est top. Les logs, Parce ouais. on n'a pas de sauvegarde, du coup ça sauvegarde tout le temps et voilà, c'est aussi une autre façon de travailler. Ouais, pas de contrôle S. Ouais. 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 Ah, bien, tu as le code qui dit que voilà, il faut faire du git checkout et git merge. Ah, voilà. Ça c'était sûr. Voilà. Les développeurs vont s'emparer de Silex. Ah ouais. Fini là, les designers. Et j'avais une autre question par rapport. Ah oui, WeWeb et le responsive, ça se passe bien aussi. C'est compris dans le truc. Parce qu'on n'a pas montré Ouais, là, mais dans Silex, tu as une c'est case, ça. tu coches, tu peux. Voilà. Alors, je vais juste montrer très rapidement, du coup, parce que ça peut peut-être donner. J'aime bien leur système. Euh, c'est qu'il y a ces 3 petits boutons là. Donc, on peut le mettre comme ça. On peut aller voir en fait par rapport aux différentes tailles. Et en fait, après, Mm. on peut, si je vais là-dessus et que je fais un changement, en fait, ce changement, je dis une bêtise, on va avoir Mm. le petit bouton vert ici qui ne sera pas du coup mis en place Ouais. sur là-dessus. En gros, Ouais, donc c'est c'est qu'on va dire. l'inverse. Ouais, c'est exactement pareil dans Silex. C'est l'inverse de ce qu'on fait en code. En code, tu fais mobile first. Alors que dans Ouais, les trucs comme ça, on est obligé de faire. Quand c'est visuel, tu fais d'abord le desktop parce que c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Ok. Et là, toi, tu peux carrément créer tes propres dimensions ou tu te bases sur des largeurs Euh, prédéfinies? alors, en gros, si on utilise, je sais pas ce que j'ai fait parce que je vois plus rien du coup là. Ah bah, Ouais, c'est reparti. Ouais. même toi, tu as disparu. On a tous disparu. Ok. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Mais vous m'entendez encore? Oui, 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 Ouais. ça marche. Ok. Alors, je vais essayer de recharger. Ah, c'est bon. Ah, ça y est. C'est moi, c'est ça. En gros, ce qu'on peut faire, là, je vais partager mon écran parce que ça va être plus facile à comprendre. C'est un système que j'aime beaucoup aussi. C'est que presque tous les éléments, si ce n'est pas tous, on peut ce qu'on appelle les binder. Et en gros, les binder, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des formules ou du JavaScript dessus. Et en fait, sur les formules, on peut dire, si, et là, je peux aller chercher du coup sur le screen size. Donc, si je peux dire si mon width descend en dessous de 1200, alors je veux que, là j'ai mis le texte, mais que le texte soit, je dis Gaulle, mais sinon ça serait Antoine. Quelque chose comme ça. Donc là, en fait, j'aurais Antoine. Ouais. Et en gros, si je descends, normalement, voilà, je passe à Ouais. Gaulle. Donc, on peut vraiment faire des choses assez intéressantes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez WeWeb, c'est le fait que, en fait, c'est un peu libre à son imagination et que normalement, on est censé être presque jamais bloqué, quoi. Ouais, c'est vraiment comme du code et des. Mais par contre, au niveau, ouais, c'est ça, c'est quand même loin de. Là, on est loin du CSS, par exemple. Tu vois, on voit pas les media queries et tout ça. Alors, mais j'imagine qu'il y a moyen pour les styles, tu fais pas comme ça, quoi. Quand tu veux changer la couleur d'un truc en fonction de la largeur, par exemple, tu vas avoir un truc comme tu montrais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire, tu fais une modif de style et puis bah, ça va s'appliquer à tout ce qui est en dessous, tout ce qui est plus petit, quoi. Je suis pas sûr de comprendre exactement le cas d'usage là. Bah, Mais... là, bah alors, attends, je vais partager moi mon écran peut-être. Ouais. Peut-être Brice, où tu peux me mettre sur le truc. Bah, là, par exemple, donc dans Silex, si tu te mets sur, je sais pas, tu te mets sur mobile,
Ok. Là, tu changes quelque chose, tu changes du style. Donc, on peut effectivement tout simplement faire comme tu avais fait tout à l'heure. Donc, tu changes une couleur. On va changer par exemple une couleur de fond. Hop. Et effectivement, après, quand tout ce qui est au-dessous, tout ce qui est plus petit, on applique, et tout ce qui est plus grand, non. En fait. D'accord. Okay. Donc là, c'est pareil, hein, on est d'accord, c'est ce que j'ai compris que tu montrais dans le web tout à l'heure. Et par contre, au niveau si ça vient donc du CMS ou de l'API, là, on va binder avec des attributs. Donc, tu rajoutes l'attribut que tu veux. Donc, tu peux rajouter par exemple une classe CSS ou bien un style qui dépendra de ce qui est dans la base de données. Mais ça va quand même être lié en fait, à la fin, ça donne que du CSS, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors que là, dans ce que je comprends que tu faisais, c'est un truc hyper puissant, mais à la fin, ça va donner du JavaScript, quoi. Je pense. Là-dessus, je ne sais pas. Ouais. Ok. Ouais, ok. Ouais. C'est loin de. En fait, c'est hyper intéressant là ce que tu montrais pour, par exemple, si on veut. Mettre faire changer un menu en fonction de la taille, j'imagine, tu vois, faire rentrer des trucs dans le hamburger menu alors qu'ils sortent si jamais. Mais c'est dommage d'utiliser en tout cas pour les sites statiques, dès qu'on peut utiliser du CSS sans JavaScript, c'est beaucoup plus performant, beaucoup plus petit aussi, beaucoup mieux. Donc on privilégie ça, mais ouais, ok, je comprends en tout cas ce que tu disais. Il y a une partie, je pense qu'il y a les deux dans WeWeb. Il y a la partie JavaScript et la partie CSS, en fait. J'ai l'impression. Dès que ça va, comme je l'ai dit, hein, moi je viens d'un monde qui n'est pas tech, donc je découvre, je sais faire, mais je ne sais pas non plus, je ne suis pas un expert à tout ce qui se passe derrière. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas un expert. Mais l'équipe WeWeb, je pense, répondrait à ces questions sans problème. Je leur demanderai lors d'un live, peut-être à un moment, c'est intéressant. Qui critique mon choix de couleur là? Putain, Pierre. Il n'y a pas plus vert que ton vert. Là. Oui, ça donne envie de passer au desktop, ouais. C'est pas faux. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y avait quelqu'un derrière nous, Alexandre, ou pas? Je pense pas, mais là chez moi il est 22h30. Je pense que peut-être. Non, mais chez nous il est 15h20, donc c'était juste, on est arrivé à la fin du. Ouais. C'est ça. On est 14h15, 15h15. Ouais. Xavier veut nous faire bosser. Ça y est. Eh ben non, c'était hyper intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis ce qui va se passer là dans les semaines le mois prochain déjà, on fera un live sur. On sait déjà ce que ça va être. Une démo d'une nouvelle feature dans Silex, un truc de ouf pour faire des sélecteurs CSS en clic, en no code. Et puis voilà, le prochain live demain à 12h30, effectivement, ça doit être WeWeb d'ailleurs, non? Demain 12h30, c'est quoi? J'aime bien faire une petite pub aux autres lors de nos lives. Mais voilà, suivez la chaîne, hein, c'est quand même cool ce truc qu'on fait tous là avec nos codes France. Et je trouve ça vraiment bien, là, Antoine, qu'on a réussi à se capter et à faire un truc cross inter outil, quoi. Voilà. Carrément, c'était cool. Et c'était mon premier live Twitch, donc première fois pour moi. Ouh, génial. Eh ben, ok. Même, t'as pas l'air nerveux. Voilà, on a eu des fois. Ça s'est très bien passé. On a eu des fois des invités qui étaient un petit peu nerveux. Et voilà. Et ça marche. Voilà, je remets des petits liens utiles comme on fait d'habitude, mais on a déjà parlé de la roadmap, donc on a déjà tout dit, je pense. Hein. En tout cas, merci Antoine de ta visite. Merci à vous. C'est très sympa. C'est vrai que nous, on a souvent l'habitude de travailler dans l'outil qu'on connaît bien, et c'est toujours agréable de voir un peu ce qui se passe autour, ce qui est possible. Voilà, c'est très sympa. Merci à vous et n'hésitez pas du tout à revenir vers moi si vous avez aussi des questions ou si vous voulez refaire un live. Il n'y a pas de souci. Ouais, sur N8N.
Ça marche. Carrément, intégration N8N, Silex et WeWeb ou N8N et autre chose que tu veux. Ouais, très bonne idée. Ça marche très bien. Bah, bon week-end à tous et bonne nuit Alexandre. Hein. Ouais, bah merci. Je fatigue. Allez. Ciao. Merci,